Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. Attachez vos ceintures, en route pour 1986. L'année où Microsoft est entré en bourse et l'Oprah Winfrey Show a commencé. L'époque où Wayne Gretzky était au sommet avec les Oilers d'Edmonton, où il a battu son propre record de la LNH de plus d'aides et de plus de points en une saison. Des records qu'il détient toujours aujourd'hui. Mais maintenant, écoutons ce dont la Chambre débattait à l'époque. À l'ordre, question orale. Le député de Fort William. Monsieur le Président, peut-être que je devrais poser ma candidature au poste de chef. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre du Commerce et de l'Industrie. Le ministre doit être au courant des efforts effectués pour sauver les usines à Thunder Bay et les 150 emplois à cette usine. Le ministre devrait, en suivant les recommandations du rapport Rose Hart, a accepté de négocier un nouveau contrat. Le syndicat a fait sa partie et la taxe sur les exportations du bois d'œuvre a entraîné une perte de 1000 emplois. Est-ce que le ministre peut nous dire qu'est-ce qu'il a l'intention de faire pour aider à la modernisation de cette usine et permettre aux 150 employés de retrouver leur emploi? En ce qui concerne les employés qui ont perdu leurs emplois, je dois dire que cela nous préoccupe beaucoup. Nous étudions actuellement ces questions. Question supplémentaire, le député de Cochrane Sud. Monsieur le Président, question supplémentaire au ministre du Commerce, Industrie et des Technologies. Le député de Fort William a apporté à votre attention une question très importante qui date depuis quelques mois. Nous vous avons parlé à plusieurs reprises en Ontario à propos des employés qui sont remerciés, surtout à cause de la mauvaise façon que vous avez traité les questions de Washington. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour aider les employés qui ont perdu leur emploi à Grenville, Martin Mill et à Sudbury? Comme j'avais dit la semaine dernière, le ministre des Ressources naturelles est allé voir Pat Carney à Ottawa et nous continuons les discussions avec des représentants du ministre du Commerce des États-Unis. Nous allons tirer cette question au clair. Dernière question supplémentaire. La question s'adresse toujours au ministre du Commerce. Si vous faites tant de choses pour protéger l'industrie du bois d'œuvre en Ontario, pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé une réunion avant la décision finale à Washington? Vous aviez jusqu'au début de novembre pour donner avis d'après les règlements afin de pouvoir vous battre pour les travailleurs de l'Ontario. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne voulez pas participer. Vous ne pouvez pas participer à l'audience le 1er décembre à Washington. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Monsieur le Président, nous continuons à nous battre pour la population de l'Ontario, surtout ceux dans le Nord. Nous avons adopté une certaine marche à suivre et nous collaborons avec le gouvernement fédéral. Nous sommes sûrs que nous faisons face à nos responsabilités. Nouvelle question. Le député de Brock. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Le ministre est très fier de la façon dont il traite les crises dans l'environnement de cette province. Mais en ce qui concerne ces mesures pour contrer
la pollution, nous avons encore toutes sortes de problèmes de pollution dans notre arrière-cour. Comment est-ce que le ministre peut expliquer une réduction de 1,4 million de dollars aux municipalités pour le traitement des déchets au moment où ces fonds devraient être augmentés considérablement? Le député de Brock doit savoir que au cours d'une certaine année financière, il y a parfois des pressions qui sont exercées pour accorder des fonds supplémentaires aux municipalités qui peuvent les utiliser pour fournir de l'eau potable et aussi pour traiter les déchets. En ce qui concerne cette question, je peux vous dire qu'il y a de nombreuses municipalités qui font une demande de fonds. Il y a une liste de priorités selon les problèmes de pollution. Comme nous savons tous, les problèmes qui existent dans ces régions bien précises. Par la suite, c'est les municipalités eux-mêmes qui ne peuvent pas décider. Et quand ils ne le font pas, à ce moment, nous passons à d'autres municipalités qui sont intéressées à recevoir ces fonds. Et vous allez voir que cette expérience a été au cours de ces dernières années. Vous allez voir que toutes les municipalités qui peuvent utiliser ces fonds et peuvent les recevoir sont en mesure de recevoir ces fonds. Question supplémentaire, le député de Sarnia. Monsieur le Président, la question s'adresse au même ministre. Le ministre doit savoir que la Ville de Toronto a mis sur pied un certain projet qui concerne à la fois la Ville de Toronto et les plages de l'Est pour régler les problèmes de pollution. Pourquoi est-ce que le ministre ne veut pas participer au financement de cette étude et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas s'engager à accorder davantage de fonds pour ce qui est de la séparation de type des égouts? Pourquoi est-ce qu'il ne reconnaît pas qu'il y a des méthodes plus efficaces pour nettoyer l'environnement? Monsieur le ministre, je suis très heureux de l'occasion de recevoir un sermon sur comment régler les problèmes de l'environnement, surtout de la part de l'ancien ministre qui a eu beaucoup d'expérience dans cette question. En fait, je lui demande des conseils de temps en temps pour profiter de son expérience. Parfois, j'accepte ses conseils et parfois, je les refuse. Mais pour revenir à la question posée par le député, il doit savoir que notre gouvernement a mis de l'avant un fonds, un certain nombre d'argent, une certaine somme d'argent important qui est destiné vraiment au nettoyage des plages pour régler le programme de l'environnement dans les environs de la communauté urbaine de Toronto. Et le ministre devrait savoir que j'ai discuté de cette question à la conférence annuelle sur l'environnement avec le ministre fédéral dans le but de recevoir des fonds supplémentaires du gouvernement fédéral, étant donné que j'avais indiqué ma volonté d'accélérer le problème avec la municipalité. Les municipalités sont d'accord, la province est d'accord et nous n'attendons que la réponse de vos amis à Ottawa. Je crois que si nous recevons ces fonds, nous pourrons aller de l'avant plus vite et je crois que le député reconnaît le fait que c'est là une bonne méthode de régler ce problème de pollution. Dans certains cas, il s'agit de trouver l'eau potable, mais dans d'autres cas, il s'agit des réservoirs qui contiennent l'eau. Question supplémentaire, le député de Brock. Le ministre essaie de se dérober en prétendant qu'il attend la réponse du gouvernement fédéral pour les crédits. Compte tenu de ce qui s'est passé à Welland et à 12 Mile Creek, qui parlent des problèmes importants de pollution, quand est-ce que le ministre va donner une réponse claire pour le nettoyage des égouts de cette région?
Le député a raison d'identifier, de déclarer qu'on a dépensé pas mal d'argent. Il doit savoir qu'il y a eu une étude bien spécifique qui a été faite sous les auspices du ministre de l'Environnement où nous avons dépensé plus que 3/4 d'un $1 million. On a dépensé 990 000 $ pour une étude bien spécifique pour savoir comment éliminer les sources de pollution à 12 Mile Creek. Nous avons émis un chèque à Dr. Ian Brindo et à Michael Dixon qui travaillent sur une étude du canal Welland. Nous avons en fait augmenté le financement du ministère de 314 millions de $ en 85-86 à 361 millions pour 86-87. Je suis sûr qu'il va trouver que mon collègue, le trésorier, nous a beaucoup aidé quand il nous a accordé ces fonds pour combattre la pollution. Et cela, il a fait à un rythme qui n'a jamais eu lieu par le passé parce que le gouvernement de ce temps-là dépensait son argent sur d'autres choses. Une nouvelle question, le député de York Sud. Ma question s'adresse au premier ministre à propos du pacte de l'automobile en ce qui a trait aux négociations sur le libre-échange avec les États-Unis. Je me demande si le premier ministre pourra expliquer pourquoi, si le gouvernement de l'Ontario est au courant de tout ce qui se passe, pourquoi est-ce que le ministre du Commerce avait appelé en désespoir au centre de recherche du Parti néo-démocrate pour savoir qu'est-ce que le gouvernement a l'intention de faire. Nous voulons savoir. Nous savons que vous avez les renseignements nécessaires. Nous voulons vous contacter afin de tenir les renseignements le plus vite possible parce que je sais que le communiqué en question a été expédié à M. Broadbent et je supposais que vous aviez ce rapport en votre main. Je supposais que chaque fois que M. Broadbent faisait une déclaration, vous allez faire une déclaration vous aussi. Il s'agissait d'un communiqué que nous ignorions et c'est pour ça qu'on vous avait contacté. Et question supplémentaire. Monsieur le Président, je crois que nous avons droit à certaines informations. Maintenant, on nous dit que, je cite de ce communiqué, il existe une croyance très répandue que les précautions contenues dans le pacte de l'automobile ont une place importante à jouer dans les négociations. Le premier ministre va savoir que dans la Chambre de communes, M. Wilson, en réponse à plusieurs questions des membres de notre parti, n'a jamais donné l'assurance que le pacte de l'automobile ne fera pas l'objet de négociations. Monsieur le Président, je me demande comment le premier ministre peut concilier la réponse de M. Wilson avec les commentaires qu'il a fait en Chambre ici. En ce qui concerne le pacte de l'automobile, c'est ce qu'il a dit. Il y a eu des assurances fermes du premier ministre hier soir qu'il ne va pas soulever la question du pacte de l'automobile. Maintenant, cette promesse n'a pas été tenue. Alors, je voudrais poser cette question au premier ministre. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire maintenant pour faire une déclaration et défendre les intérêts de l'Ontario au moment même où c'est très clair que ces intérêts ne seront pas protégés par le gouvernement conservateur? J'ai les mêmes préoccupations que l'honorable député en ce qui concerne. Ne me demandez pas de faire une déclaration pour justifier ce que M. Wilson a dit ou ce qui est compris dans un communiqué. Comme j'avais dit plus tôt, je vous l'ai dit il y a quelque temps, je peux le dire avec la même emphase à mes collègues et aux négociateurs et à tous ceux qui veulent bien prêter oreille. On ne devrait pas négocier le pacte de l'automobile. Cela est clair. Dernière question supplémentaire, le député de Oshawa. Monsieur le Président, il est clair de ce qui est compris dans ce communiqué, que vous le sachiez ou non, qu'on veut négocier le pacte de l'automobile. Qu'avez-vous l'intention de faire pour mettre un terme à ces négociations avant
que l'industrie de l'automobile ne disparaisse. Est-ce que vous voulez dire que nous devrons abandonner les négociations? Comme vous le savez, c'est quelque chose que nous étudions actuellement. Nous exprimons nos opinions d'une manière très emphatique et je ne peux pas porter attention à tout communiqué qui est entre les mains du gouvernement fédéral. Je ne peux pas essayer de justifier tout communiqué. Vous le comprenez, j'en suis sûr. Et il y a des centaines de communiqués qui sont écrits et peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi que je fais confiance au premier ministre quand il dit que le pacte ne fera pas l'objet d'une négociation. Je ne sais pas quelle est votre prise de position. Nouvelle question. Nouvelle question, le député de New York Sud. Le premier ministre doit être le seul homme au Canada pour prendre Brian Mulroney tout à fait au sérieux. J'ai une question qui s'adresse au ministre aux relations commerciales et du commerce et de la consommation, plutôt concernant les assurances. Certains de mes personnels ont appelé certaines compagnies d'assurance en leur demandant si on était une jeune personne de 21 ans qui conduisait une Plymouth Roland 85 4 cylindres avec 4 portes et qu'il habite pas chez ses parents, quel serait le tarif offert par ces compagnies d'assurance dans la province. On en a appelé 5 à Windsor, plusieurs à Hamilton, plusieurs à Sudbury, plusieurs à Toronto, donc de part et d'autre dans la province. Et j'aimerais demander au ministre qu'a-t-il l'intention de faire concernant cette question, étant donné que la plupart des réponses obtenues à cet appel est que l'individu qui n'a jamais eu d'accident pendant 3 ans, qui a un bon dossier donc, aurait droit seulement au taux d'association de facilité qui, comme le ministre sait, est un taux qui devrait être appliqué seulement aux chauffeurs considérés à risque élevé. Le ministre, qu'a-t-il l'intention de faire pour les jeunes qui auront à payer des taux d'assurance de 2 800 à 3 200 $ par année afin de pouvoir conduire une automobile? Monsieur le Président, je remercie le leader du troisième parti d'avoir posé cette question. Il devrait savoir que nous discutons en ce moment avec les compagnies d'assurance afin de se débarrasser des politiques d'assurance qui basent les taux d'après l'âge, le sexe, entre autres. Et nous avons en ce moment une base de données qui pourra offrir des taux simplement d'après le dossier de la personne qui cherche l'assurance. Voilà ce que nous sommes en train de discuter. Supplémentaire. D'ici à ce que le ministre aura terminé ses pourparlers, ceux qui ont moins de 25 ans, les chauffeurs en question, auront déjà plus de 50 ans et cela ne s'appliquera plus à eux. J'aimerais demander qu'est-ce que vous faites précisément, Monsieur le ministre, pour tous ces chauffeurs à qui on dit soit ils n'ont pas le droit à l'assurance. Par exemple, on a dit l'un des compagnies d'assurance a dit qu'il ne serait aucune personne qui a moins de 25 ans. Et encore une fois, on a dit que ce serait le taux spécial. Et un autre courtier à Toronto a dit qu'il vous faut 5 ans ou 5 années d'expérience de conduite d'automobile sans avoir eu un dossier négatif. Et qu'est-ce que vous faites donc aux milliers de personnes qui sont affligées par des taux qui sont tout à fait inexacts et qui doivent payer quelques 2 800 à 3 000 $ par an? Et vous dites que cela fait plusieurs mois maintenant que vous y travaillez. Et tout ce que vous pouvez faire ici aujourd'hui, c'est de présenter vos excuses alors que ces personnes payent ce genre de taux. Monsieur le Président, le problème ici est un problème fort complexe concernant ce taux spécial pour les personnes à haut risque. Ce qui se passe, c'est que certains courtiers en assurance, au lieu d'envoyer leurs clients à un autre courtier, offrent ce genre de tarif. Ce n'est pas une solution qui me plaise. Ce n'est pas le problème de l'association, mais c'est le problème de certains courtiers qui y envoient leurs clients qui gardent leurs clients chez eux au lieu de les envoyer ailleurs dans ce cas-là. Et encore une fois, j'indique qu'il faut certes magasiner
pour chercher une assurance. Elle existe. C'est à eux de faire le magasinage. Dernière supplémentaire. Lorsque le ministre dit que l'assurance existe, tout ce qu'il faut faire, c'est la chercher. Vous insultez chaque jeune qui n'a pas la possibilité de relever de l'assurance de ses parents. C'est une insulte parce que ce que eux, ils ont vécu contredit tout à fait ce que vous dites. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'aller d'une compagnie qui vous demande 3 000 $ à une autre compagnie qui vous demande 3 200 ou encore une compagnie qui va vous facturer le taux soi-disant modeste de 2 800 $. Quand est-ce que vous allez arrêter de vous confondre en excuses au nom des compagnies d'assurance, Monsieur le ministre? Monsieur le Président, contrairement aux accusations proférées par le leader du troisième parti, je ne couvre pas ici ou je ne profère pas les excuses à l'égard de ces assurances ou ces compagnies. Tout ce que je dis, c'est que ces assurances existent et qu'il suffit aux personnes de les chercher. À l'ordre, nouvelle question, le député de Wentworth. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question qui s'adresse au ministre de l'Environnement. En janvier dernier, lorsque l'usine à Stony Creek a eu un accident, on a découvert que le ministre de l'Environnement avait aucun équipement qui lui permettrait de savoir si, oui ou non, cela a affecté l'environnement. Et qu'on a utilisé l'équipement qui a été donné par l'usine même. Et à ce moment-là, le ministre a indiqué qu'il verrait à cette question, qu'il étudierait. Est-ce que le ministre maintenant peut nous dire pourquoi, lorsqu'un incident semblable qui a eu lieu hier au Waxman, l'usine de traitement d'acier tout près d'ici, près d'Hamilton donc, pourquoi est-ce qu'on a indiqué qu'on n'était pas sûr s'il y a eu des fuites de gaz ou pas, le ministre? Moi, ce que j'ai compris, c'est que l'équipement était là, qu'on pouvait s'en servir. Il y a 3 matériels dont on se sert. Il y a un TERCA qui coûte 1 million de $. Ça coûte très cher, donc c'est une grosse machine. Et il faut l'ajuster avant de s'en servir. Et on peut justement s'en servir pour ce genre d'incident. Par exemple, on s'en est servi à Mississauga. Alors, oui, c'est le cas. Certains de ce matériel, on peut s'en servir tout de suite, et d'autres, il faut les ajuster avant de pouvoir vraiment s'en servir. Par exemple, il faut examiner quelles sont les substances avec lesquelles nous avons affaire. Oui, les interventions ne sont pas autorisées. Également, il y a une autre machine, un Mammo, qui est un autre équipement plus petit. On s'en sert aussi, c'est un Mammo. Et ceci a été acheté suite à la situation auquel vous faites allusion. Vous vous souviendrez de la soirée où il y a une audience publique. C'est un équipement mobile, petit équipement donc, et on peut le porter sur son épaule, comme je viens de le montrer. C'est très efficace. Et on peut, par le truchement de cette machine, voir quels sont les gaz qui ont été dissipés dans l'air. Et quelqu'un du ministre de l'Environnement a été là sous peu et en 20 minutes, on a pu détecter ce de quoi il s'agissait. Merci pour ce petit cours d'histoire, mais quoi qu'il en soit, je me souviens tout à fait, Monsieur le ministre, que le ministre avait parlé du manquement plutôt de ce matériel. Or, 10 mois plus tard, on n'a toujours pas cet équipement dans ces lieux. Or, ce qu'il en est, c'est que l'incident d'hier a commencé à 10h30 et certes, il y a certaines améliorations de la part de la compagnie, des pompiers, de police et des représentants de la santé. Mais la question arrive. Mais il n'y a pas eu de résultat du ministère après 18 heures. Autrement dit, plus de 6 heures plus tard. C'est seulement à ce moment-là qu'ils savaient vraiment ce qu'ils devaient faire avec cette situation. Alors, étant donné qu'il y a eu 2 incidents de ce genre, dans lequel on a vu que le ministère n'a pas été capable de la traiter, on parle de Wentworth et puis de celle qui est arrivée hier, le ministre doit reconnaître
qu'il nous faut l'équipement de vérification de l'air tout de suite, même si cela veut dire à l'ordre le ministre, à l'ordre ministre. Oui, le ministre. Oui, c'est pas exact, Monsieur le Président. Encore une fois, il y a des interventions. Sans connaître la situation comme elle existe vraiment. En fait, certains équipements qui doivent être donc ajustés avant de s'en servir étaient là, mais il y a d'autres équipements qui peuvent être utilisés plus rapidement. Et certes, c'est le cas. Le député n'a pas les bons renseignements ici. On peut se procurer cet équipement. J'aimerais également dire que ce qui a été indiqué à l'époque traite d'autres circonstances, d'autres situations. Si on compare, par exemple, à la ceinture Chipman, et dans le cas où il y avait le zirconium, cela crée un oxyde non toxique de zirconium, et ceci est compris par les experts de ce domaine, mais quoi qu'il en soit, nous avons l'équipement. Il a été amené ou apporté, et comme vous savez, Monsieur le Président, il y a eu une évacuation, et c'était simplement une mesure de précaution. Ce n'était pas quelque chose qui a été ordonné par le ministère. C'était une simple mesure de précaution. On préfère faire trop attention que pas assez lorsqu'il y a ce genre d'incident. Nouvelle question, député de Hamilton East. Oui, concernant le même sujet, Monsieur le Président, c'est pas pour ce qui est des systèmes de contrôle que nous avions ici, mais par exemple à Centennial Drive, à Stony Creek, on a ici vu la situation de réaction du gouvernement lorsqu'on a une telle situation. Le police, le ministre de la Santé était là tout de suite, prêt à réagir. Le problème, Monsieur le ministre, c'était de savoir quel est le contenu des produits toxiques dans la fumée qu'il y avait à ce moment-là. Les décisions étaient prises d'après le guide ou le manuel du ministère concernant les substances dangereuses. J'aimerais savoir si, en cas de crise, on va pouvoir réagir autrement et avoir certains équipements à notre portée. Eh bien, la réponse ici est que, certes, le ministre de l'Environnement a un rôle à jouer dans cette situation et on devrait le rejoindre. Et cette personne devrait être en mesure de venir en aide aux autorités locales, par exemple les pompiers. Et je crois que dans des communautés plus grandes, les pompiers sont maintenant en mesure de déterminer, de pouvoir trouver les réponses que l'on recherche. Mais par exemple, ici, pour ce qui est de M. Boris Walpole, qui est le directeur régional, concernant donc le ministre de l'Environnement, le ministère de l'Environnement de cette région, ils ont pu collaborer et obtenir tous les renseignements disponibles à ce moment-là. Supplémentaire, Monsieur le Président, moi, je me suis trouvée sur les lieux pendant un certain temps et je me demande quand est-ce que nous allons avoir un inventaire complet de toutes les substances toxiques emmagasinées par les communautés et les compagnies. Et encore une fois, je vous demande qui sera responsable 24 heures sur 24 concernant la menace éventuelle que peuvent avoir certaines émanations de fumée ou de ces produits chimiques et toxiques. Parce que ça a pris plusieurs heures afin de déterminer quelle était la nature de cette fumée. Parce qu'il y avait certes un manque d'informations et tout ce qu'on a pu obtenir lorsqu'on voulait des renseignements du fédéral, c'était on est tombé sur un enregistrement. Alors, premièrement, j'aimerais indiquer aux députés que mon ministère a donné ces renseignements aux pompiers concernant le risque d'une explosion et que si on mélangeait l'eau à l'hydrogène, ceci pourrait créer une explosion. On leur avait dit ça. Maintenant, pour ce qui est de l'autre question, ce qui est une question à long terme plutôt, et je sais que le député porte un certain intérêt ici, le député de Windsor-Sandwich, le ministre du Travail, a certes présenté maintenant ou légiféré
cette question. Il y a un projet de loi maintenant à cet effet. Et je crois que certes, c'est une question qui a suscité l'intérêt de nombre de personnes, entre autres du député, et ceci est fort utile à notre Assemblée. Je crois que non seulement les travailleurs de les usines ici sont concernés, mais pour ce qui est des autorités de la région, il y aura accès à ces renseignements. Et certes, cela facilitera les choses. Nouvelle question, le député de Kent-Elgin. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Les citoyens du sud-ouest de l'Ontario sont préoccupés par les pluies acides qui viennent des États-Unis. Par exemple, cela a un effet sur les récoltes, mais également sur les bâtiments, surtout en acier, parce que cela a certes de mauvais effets, un effet néfaste concernant la santé. Et si j'ai bien vu, la Cour d'appel des États-Unis a refusé une certaine demande de la part de l'Association de protection de l'environnement aux États-Unis. Et on a demandé qu'il y ait une audience nouvelle. Et je me demande si on pourrait faire quelque chose à cet effet. La cause auquel on fait allusion ici est une cause très décevante. Et par exemple, j'ai pu en discuter avec le procureur général de l'État de New York, Bob Evans, et on nous a dit à un niveau inférieur au tribunal que certes les États devraient réduire leur émanation d'acide sulfurique de leur usine. Malheureusement, on a remis ceci à l'appel et on l'a refusé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu certaines pourparlers avec certains États pour ce qui est de l'impact des pluies acides. Et l'État du Maine a décidé de lancer un appel. Le Massachusetts, le Maine, le Vermont, par exemple, et d'autres États sont maintenant intéressés également à la question. Et certes, on va examiner cette question de plus près. Supplémentaire, Monsieur le Président. Oui, l'Agence de protection des États-Unis et les États de l'Est, ils participent aussi, mais qu'est-ce que vous avez comme chance de gagner la question? Eh bien, chaque fois qu'on va en cours, on n'a jamais de garantie. Et les avocats de la Chambre qui sourient du coin de la bouche ici comprennent très bien la situation. Quoi qu'il en soit, je crois que l'opinion publique est avec nous et c'est important. Et également, avec les ressources dont disposent les autres États, nous avons un allié très fort, le Maine, le Vermont et les autres États que j'ai cités plus tôt. Et ce sont des alliés importants. Et je crois qu'il faut retourner en cours pour deux raisons. Premièrement, parce que nous tenons à gagner la bataille juridique. Et deuxièmement, parce que nous aimerons indiquer également aux voisins du Sud que nous sommes prêts, avec nos alliés, à poursuivre cette question afin d'obtenir la décision que nous croyons être la bonne. Et comme j'ai vu ici, à la Cour d'appel, c'était question de petits détails techniques. Et je crois donc qu'on peut certes continuer à pousser. Certes, c'est au juge et au tribunal de prendre les décisions, mais quoi qu'il en soit, on va continuer. Nouvelle question, député de Lincoln. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Je suis contente qu'il soit ici aujourd'hui. Étant donné la décision récente en cours concernant les hôpitaux de Wellesley et St. Lake pour s'être débarrassés de déchets pathologiques et que d'autres hôpitaux ont également été accusés et on a retiré ces accusations, qu'est-ce que le ministre a l'intention de faire? Eh bien, je sais que certains d'entre nous préfèrent que nous ne poursuivons pas ces accusations à cet égard. Mais je ne veux pas qu'on me comprenne mal ici. Je ne parle pas de députés même, mais il y a beaucoup de gens dans l'opinion publique ou du grand public qui ne veulent pas qu'on continue, qu'on poursuive de trop loin cette question.
et il préférait qu'on ne fasse rien du tout puis qu'on n'ébruite pas trop la question. Mais pour cette question précise, les représentants du ministre qui ont eu à traiter de cette question ont indiqué qu'ils avaient suffisamment de preuves pour pouvoir poursuivre en cours. Maintenant, le fait même que le ministre ou le ministère a décidé de le faire, c'est strictement une décision juridique. Ce n'est pas à moi de décider qui sera suivi et qui ne sera pas. Ce n'est pas à moi de décider ça. Tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai une politique, c'est que lorsque l'enquête prouve que nous avons les preuves suffisantes pour aller en cours, qu'on devrait le faire. C'était le cas ici, et dans ce cas-ci, le juge n'était pas d'accord. Et nous examinons maintenant, ou ils examinent plutôt la possibilité d'examiner les transcriptions et de voir si un jugement d'appel serait à propos. Eh bien, supplémentaire, je crois que c'est une question où vous devriez peut-être certes user de votre jugement personnel et examiner les circonstances. Le juge ici, c'est le juge Heeper, et lorsqu'il a prononcé son jugement, il a dit « Les accusations, je ne sais pas comment elles ont été portées, mais on voit ici que le ministère a certes pas récolté les preuves nécessaires. Est-ce que vous serez d'accord de dire que vos actions n'ont non seulement coûté aux contribuables des sommes importantes, mais qu'en plus, vous mettez en doute votre crédibilité à titre de ministre et également de celle du ministère? Moi, je ne serais pas d'accord avec le député à ce sujet et je ne serais pas contre donner les ordres nécessaires pour arrêter une enquête ou quoi que ce soit. Je crois qu'ici, le ministre pourrait se trouver dans une situation difficile. On pourrait voir une situation de conflit d'intérêts. Qui doit être accusé et qui ne doit pas l'être? Alors, j'ai indiqué au député, et le député n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit, c'est que ce n'est pas le ministre, mais bien le ministère qui examine. C'est bien le ministère de l'Environnement, pas le ministre, pas la personne. Donc, le ministère, personnel juridique, en ce moment même, est en train d'examiner la décision. Je sais que le député de North Bay, encore une fois, sera content lorsque ceux qui sont en mesure de prendre la décision pourra donc gagner la cause ou permettre à ceux de gagner la cause. C'est exactement ce que vous dites. C'est ce que vous voulez dire, dites-le. Vous ne vouliez pas poursuivre, n'est-ce pas? Eh bien, maintenant, il y a un nouveau régime ici à Toronto. Et ce régime prône que lorsque nous avons les preuves nécessaires pour une poursuite, nous poursuivrons. Nouvelle question. Si on peut mettre un terme à ce débat. Nouvelle question, le député de Ottawa-Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre responsable de la condition féminine. Il y a environ un an, dans un discours, il a dit que les femmes en Ontario devraient cesser de s'exclure des domaines d'emploi. J'aimerais savoir quel conseil il peut donner à Nancy Bailey, qui est une charpentière qualifiée. Elle a été transférée de son emploi et elle va devoir travailler comme emploi préposé au nettoyage des autobus. Cela va entraîner une baisse de salaire. Ce transfert a été entraîné non pas par un ralentissement dans le travail des charpentiers, mais plutôt par une décision de l'employeur. J'aimerais qu'il nous dise qu'est-ce qu'il pense que de tels employés doivent faire. Monsieur le Président, je regrette. Je suis censé donner des conseils très rapidement à propos des circonstances que je ne connais pas très bien. Si cette femme travaillait dans une usine qui était syndiquée, et je crois que tel était le cas, je crois qu'au terme de l'accord signé avec le syndicat qui était négocié en son nom, et si elle n'est pas d'accord avec ces conditions,
Elle devra participer plus activement aux négociations et déposer une plainte si elle pense que les termes et les conditions n'ont pas été appliqués de façon équitable en son cas. En fait, les conditions de la convention collective s'appliquent à tout le monde. Monsieur le Président, question supplémentaire. C'est intéressant de voir que le ministre qui d'abord avait dit aux femmes d'essayer de résoudre leurs problèmes, maintenant on demande aux femmes de s'adresser au syndicat. Mais le syndicat accorde son soutien à Nancy Bailey. Et je crois que le ministre va devoir vérifier un peu qu'est-ce qui se passe parce que Nancy Bailey, sa photo, a été publiée dans une certaine publication pour voir jusqu'à quel point elle travaillait si bien. De plus, pour la commission de transport, elle avait cité comme exemple de personnes qui ont très bien travaillé. Ils disent qu'ils ont 14,5 % d'employés sont femmes. Quand va-t-il donner suite à l'engagement de son chef au cours de la campagne électorale qu'il va demander que son gouvernement va exiger la mise en place des programmes d'action positive dans le milieu de travail en Ontario? Le ministre? Bien, Monsieur le Président, c'était là une question assez longue. D'abord, je n'ai jamais dit aux femmes de l'Ontario qu'elles doivent s'occuper d'elles-mêmes. C'était le préambule de la première question. La deuxième question, il n'y a qu'une preuve que le syndicat accorde son soutien à Nancy Bailey. Il s'agit plutôt de la convention collective auquel a participé le syndicat. Le troisième point, c'est que, comme tout le monde le sait, pour des cas semblables, on doit faire tout notre possible par l'intermédiaire de la convention collective ou par des encouragements aux employeurs pour qu'on ait l'égalité pour tout le monde dans le milieu de travail. Ces employeurs en Ontario qui ont donné suite à de telles initiatives et qui ont mis sur pied des programmes d'action positive peuvent être sûrs que de telles actions ne seront pas répétées. Nouvelle question, le député de Brock. Monsieur le Président, en l'absence du Premier ministre, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Le ministre saura que récemment, un fabricant de soda a augmenté le dépôt sur les bouteilles de 750 ml de 30 à 50 cents. Est-ce que le ministre est d'accord avec cela? Je peux indiquer à ce ministre que je suis en faveur des mesures qui sont conçues pour encourager le plus grand nombre de retours de ces bouteilles. En ce qui concerne la concurrence ou l'État dans le commerce, je crois que ce n'est pas ma place de passer de commentaires sur l'aspect commercial, mais toute mesure qui est prise en toute occasion qui aura l'effet d'encourager davantage de retours de bouteilles, alors je crois qu'il s'agit là d'une mesure que nous devons supporter. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Les détaillants ont indiqué que le dépôt de 40 cents va décourager les gens à acheter des bouteilles qui peuvent retourner. Le fabricant avait dit qu'il va accorder d'autres contenants qui, encore une fois, va décourager le retour des bouteilles. Est-ce que le ministre peut assurer la Chambre qu'il va étudier cette pratique sérieusement pour assurer que la loi va permettre le recyclage de ces contenants et qu'on respecte cette loi? La réponse, c'est une question assez compliquée parce qu'on devra... Le député de Bellwood, c'est une question. Il devra attendre. Si la question... Je ne suis pas en train de poser la question, c'est moi qui réponds. C'est une question assez détaillée. Je vais essayer de la répondre. Bien sûr, nous voulons veiller à ce que le Conseil consultatif sur le recyclage fasse son travail.
Ils ont travaillé pendant 4 ans avant qu'ils ne fassent part de la décision. Le député va s'en rappeler. Tous les participants importants dans l'industrie me donnent des conseils excellents comment procéder pour de telles questions. Mais au sein du ministère et du conseil consultatif, nous surveillons de près tout ce qui se passe, toutes les nouvelles initiatives qui sont prises par les divers participants visent à assurer qu'aucune des activités entreprises ne vont violer la loi et qui risque de diminuer le nombre de retours. Nouvelle question, le député de Wallantoro. Ma question s'adresse au ministre de la Consommation et du Commerce. Je parle d'une lettre qui en date du 5 août. Il s'agit d'une lettre adressée à l'association des autobus de l'Ontario. Encore une fois, on demande l'instauration d'une politique d'assurance comme il y en a en Manitoba. Et il y a des chiffres. On dit que les pertes subies par la Colombie-Britannique et le Manitoba au cours des 5 dernières années, c'était de l'ordre de 512 millions de dollars pour la Colombie-Britannique et 26 millions pour le Manitoba. Compte tenu de ces statistiques, en fait, on devrait dire que le profit, c'était 511 millions de dollars au cours de 5 dernières années. Et pour Manitoba, c'était de 92 millions. Il n'y a pas eu de perte. J'aimerais savoir qu'est-ce que votre ministère et vous-même aviez fait pour corriger cette mauvaise information. Les renseignements qui font l'objet des commentaires du député ne proviennent pas du ministère, mais plutôt de l'industrie de l'assurance. S'il y a quelque chose qui ne va pas, bien, vous devez en parler, leur en parler. Cela ne me surprend pas que le ministre a reçu des renseignements erronés, parce que lui, il utilise le même type de renseignements. Je me demande s'il va se rappeler, dans une réponse qu'il m'a donnée le 14 octobre, et tel que cité dans le Hansard, il avait dit, d'après les derniers chiffres disponibles en 85, pour chaque dollar reçu en prime, 1 dollar et 33 cents a été payé en réclamation. Il a dit la même chose à mon chef l'autre jour. Je voudrais savoir si maintenant il va nier qu'un $1.31 n'était pas payé en réclamation, mais comprenez le coût élevé des règlements des réclamations et que cela ne comprend pas le fait que le retour des investissements s'élevait à 137 milliards l'année dernière. Et donc, les chiffres que lui, il cite ne veulent rien dire. Monsieur le Président, le député de Wallantoro se met debout et à chaque fois, il essaie d'impressionner la Chambre de ces solutions de seconde main socialistes. Si vous voulez régler le problème, alors pourquoi ne pas le faire d'une façon appropriée? Il dit qu'un $1.31 ne représente pas le montant exact parce qu'il y a davantage de revenus qui viennent des investissements. Je peux vous dire que si le gouvernement était dans le commerce de l'assurance, la seule chose que nous serions en train de faire, ce serait de payer des réclamations en ce qui concerne les réclamations. Nous n'allons pas faire d'investissement. Par conséquent, c'est très juste. À l'ordre. À l'ordre. C'est l'heure pour la prochaine question. Le député de Brock. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre des Affaires municipales. En février, la ville de Van Castle, qui avait siégé à huis clos, avait accepté la vente de 14 acres de terre. Et les contribuables, et c'était pour un montant de 275 millions,
les gens de la région étaient contre cette vente parce qu'ils ne pensaient pas que c'était là un montant juste à payer pour ce lopin de terre. Est-ce que le ministre va répondre à ceux qui ont envoyé une pétition au ministre et qui l'ont demandé depuis 7 mois, au terme de la section 120 de la loi sur les municipalités, de faire enquête sur le caractère approprié de cette vente? Monsieur le Président, je peux assurer le député que mon personnel est en train d'étudier cette question. Je peux vous assurer que 7 mois, c'est une longue période, mais je peux vous assurer qu'au sein de mon ministère, on se préoccupe de ce cas et je vais vous donner les résultats où je vous fais savoir ma décision bientôt. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. L'information qu'il y a eu une enquête nous a été communiquée au mois d'août. Est-ce que le ministre peut nous dire quand est-ce que cette étude prendra fin et quand est-ce que les résidents de Vaughan auront droit à une enquête publique comme prévu au terme de la loi sur la municipalité? Le ministre pose des questions, le député pose des questions alors que l'enquête est encore en cours. Je n'ai pas une réponse complète à vous donner et aussi longtemps que l'enquête est en cours, je ne veux pas faire de déclaration. Nouvelle question, le député de Windsor-Riverside. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Je voudrais savoir pourquoi son ministère avait approuvé la vente de la maison de foyer de soins infirmiers de Resthaven à St. Thomas en septembre, qui va donner une certaine monopole à une certaine compagnie, et cela à l'encontre de la politique de votre ministère, comme vous l'avez déclaré à plusieurs reprises. Monsieur le Président, je vais étudier cette question de vente, et je peux dire à l'honorable député qu'il y a eu une divulgation en ce qui concerne les détails de ce qui se passait, de ce qui était proposé par cette vente. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé vraiment à propos de l'achat des actions ou transfert des actifs, mais je pourrais communiquer les renseignements plus tard. Le ministre doit savoir que quand il était au sein de l'opposition, les membres de son caucus, en particulier M. McGuigan, étaient contre ce type de vente parce qu'en fait, c'est les résidents eux-mêmes qui sont vendus parce que Caress & Care avait acheté Resthaven. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on a acheté des êtres humains en tant qu'actifs. Je voudrais demander au ministre comment est-ce que son ministre a pu donner son approbation à une telle vente quand il n'y a eu aucune consultation avec la municipalité locale, ni avec les résidents, ni leur famille, tout simplement une approbation avec votre municipalité. J'avais indiqué à l'honorable député que je vais étudier la transaction en particulier en détail pour savoir qu'est-ce qui se passait. Et je vais encore avertir l'honorable député ce que je vais proposer comme modification. Je vais les étudier. En fait, ça fait l'objet de discussions avec de nombreux groupes dans la province. Nous allons étudier ces propositions, surtout celles qui parlent de la question dont qu'il a posé lui-même maintenant. Je vais offrir davantage de renseignements aux députés prochainement. Nouvelle question, le député de Durham, York. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Il a parlé de prix de stabilisation de 6,66 $ par an. On voit qu'il n'y a pas eu de bétail acheté ni d'argent reçu. Pourquoi est-ce que le ministre ne veut pas expliquer? Monsieur le ministre, je suppose, Monsieur le Président, que c'est l'opinion de l'honorable député qui a posé la question. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui partagent cette opinion, mais s'il y en a, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'administration du programme. Je peux vous assurer que je vais étudier cette question, mais je dois vous dire que c'est la première fois qu'on me communique quelque chose à ce sujet.
Je ne suis pas sûr ce qui ne va pas avec votre téléphone, parce qu'il y a de nombreux producteurs de bœuf dans la province qui téléphonent pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent abandonner, qu'ils peuvent sortir de ce programme. Ils en ont marre de l'administration. En fin de compte, il y a eu des lettres qui arrivent et qui reçoivent le 14 et ils doivent se présenter au bureau pour la déclaration du mois prochain. Le système ne fonctionne pas et j'aimerais demander au ministre de jeter un coup d'œil et nous dire qu'est-ce qu'il a l'intention de faire. J'ai bien l'intention d'étudier cette question, Monsieur le Président, mais je dois dire que j'ai parcouru la province beaucoup plus que l'honorable député qui a posé la question, et je peux dire en toute honnêteté que les producteurs de bœuf de cette province ne sont pas venus me parler de leurs problèmes, ni l'Association de producteurs de bétail de l'Ontario, qui est en fait le principal porte-parole des producteurs de bœuf de la province. En fait, j'ai rencontré les responsables de l'association il y a à peine une semaine et personne n'a parlé des carences dans l'administration de ce programme. Pas une seule. Nouvelle question, le député de Etobicoke. J'ai une question pour le ministre de la Consommation et des Affaires du Commerce. Est-ce qu'il est au courant des activités du Bureau d'éthique commerciale? D'après eux, il y a environ 5000 personnes qui ne sont pas satisfaits par le service fourni par les agences de location dans la région de Toronto. Qu'est-ce que le ministre a fait pour aider les locataires qui cherchent un endroit pour loger et qui sont les victimes de certaines personnes? Monsieur le Président, je ne suis pas au courant de ce que M. Paul Turk a dit, mais je crois que c'est quelque chose qui devrait plutôt être dirigé vers le ministre de Logement. Mais je crois que j'ai besoin davantage de renseignements. Question supplémentaire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de registre, soit au sein de votre ministère ou au sein du ministre du Logement. En fait, les clients se sont plaints que ces agences ne font que découper des annonces dans le journal et les envoient à des endroits qui n'existent pas. Et en fait, que les listes ne sont pas à jour et les locataires qui cherchent un logement et qui a payé déjà pour ce logement ne peuvent pas le recevoir. Quand avez-vous l'intention de faire une déclaration que vous allez faire adopter un type de système comme il en existe dans l'État de New York pour protéger les consommateurs de cette province? Je serais très heureux d'étudier cette question et faire un rapport aux députés. Nouvelle question, le député de Dufferin-Simcoe. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales. Au cours des 24 dernières années, le ministre, il y a eu des millions de dollars qui ont été dépensés en vue de protéger des terrains pour l'emploi des citoyens, des touristes et des résidents. Avez-vous accordé davantage d'importance au fond pour protéger les rives? Monsieur le Président, je vais demander au conseil de gestion plusieurs millions de dollars supplémentaires. Je m'excuse. 1,5 million de dollars. Je m'excuse, je ne voulais pas donner une crise cardiaque au trésorier. 1,5 million de dollars. C'est mieux de recevoir le choc ici que plus tard. Et ce montant de dollars, Monsieur le Président, va servir à aider les municipalités qui demandent des fonds supplémentaires. Question supplémentaire.
Monsieur le Président, je veux demander ceci au ministre. Est-ce que vous allez accorder 1,5 million de dollars aux gens de ma région ou est-ce que vous avez l'intention de demander davantage d'argent? Monsieur le Président, encore une fois, je vais demander 1,5 million de dollars et nous allons étudier toutes les demandes et nous allons les étudier dans la mesure du possible. Nouvelle question, le député de Rockwood. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, le 25 juin, j'ai posé une question à propos de langue dans les écoles et à ce moment, je voudrais lire Answer et vous avez dit que vous allez étudier la politique de l'administration et vers la fin de l'été, vous allez pouvoir me dire quelle est la politique du gouvernement. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Monsieur le Président. Oui. Je m'excuse, Monsieur le Président. Je reconnais la question de l'honorable député. Certes, je peux lui indiquer que nous sommes en train d'examiner divers aspects du programme. L'honorable député sait que le gouvernement est dévoué à cette question. En ce moment, nous avons quelques 10 millions de dollars ou plus consacrés à l'éducation permanente. Également, il y a quelques 70 à 71 conseils scolaires qui offrent des cours de langue, cela comprend quelques 50-51 langues. J'apprécie ce que l'honorable député dit qu'il aimerait en voir plus. Et encore une fois, du point de vue de ce gouvernement, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. Étant donné que la période des questions